L'été n'est pas la période où le jardin cesse de produire. C'est tout simplement le moment où les mauvaises plantes commencent à disparaître. Lorsque la laitue devient amère, les épinards montent en graines et les tomates laissent tomber leurs fleurs de façon répétée. Beaucoup de gens pensent que la chaleur a ruiné tout le jardin. Mais dans ces mêmes conditions, certains légumes commencent tout juste à entrer dans leur période de croissance la plus intense. Ils n'ont pas besoin de températures fraîches pour survivre. Elles profitent d'un sol chaud, de longues journées et de températures élevées pour produire des feuilles, des fleurs et des récoltes, juste au moment où les autres plantes commencent à s'affaiblir. Certaines sont très connues, mais sont souvent mal entretenues. D'autres peuvent complètement remplacer les légumes verts de saison fraîche pendant les mois les plus chauds de l'année. Et le légume en première position peut continuer à produire même lorsque la température ralentit la croissance de la plupart des autres légumes du jardin. Voici 15 des meilleurs légumes résistants à la chaleur pour un potager d'été vraiment productif. Commençons par le numéro 15. Numéro 15, la blette suisse. Au milieu de l'été, lorsque les épinards sont déjà montés en graines et que la laitue commence à avoir un goût amer, la bête à carde peut continuer à produire de grandes feuilles avec des tiges d'un rouge, d'un jaune, d'un orange ou d'un blanc éclatant. Il ne supporte pas aussi bien la chaleur extrême que le gombo ou l'amarante, mais il est beaucoup plus résistant que la plupart des légumes-feuilles de saison fraîche. C'est pourquoi la bête à carde peut faire le lien entre la saison des légumes de printemps et le jardin d'automne. Cette plante préfère un sol fertile et meuble qui conserve une humidité constante sans être gorgé d'eau. Par temps chaud, il ne faut pas laisser le sol se dessécher complètement avant de recevoir une grande quantité d'eau. Des changements brusques d'humidité peuvent rendre les feuilles plus résistantes et ralentir leur croissance. Une couche de paille de feuilles mortes ou de compost autour de la base aidera à garder le sol plus frais et à réduire l'évaporation. Dans les endroits où le soleil est intense l'après-midi, une position qui reçoit la lumière du soleil le matin et une ombre légère plus tard dans la journée aide souvent les feuilles à rester plus tendres. L'un des plus grands avantages de la bête à carde est sa facilité de récolte. Vous n'avez pas besoin d'enlever toute la plante. Il suffit de couper les feuilles extérieures lorsqu'elles atteignent une taille utilisable tout en laissant intactes les jeunes feuilles du centre. La plante continuera à produire de nouvelles pousses à partir du centre et pourra fournir des récoltes répétées tout au long de l'été. Des variétés comme Bright Lights produisent des tiges de plusieurs couleurs différentes, ce qui les rend particulièrement attrayantes dans les petits jardins ou les plates-bandes près d'un patio arrière. Si la productivité est l'objectif principal, les variétés à tiges blanches produisent souvent des feuilles plus grandes et poussent de manière plus régulière. La bête à carde n'est pas la plante à croissance la plus rapide ni la plus tolérante à la chaleur de cette liste, mais lorsque de nombreux autres légumes-feuilles ont cessé de pousser, sa persistance devient particulièrement précieuse. Numéro 14, courgette. Rares sont les légumes qui peuvent faire passer un jardinier de l'attente impatiente de la récolte à la question de savoir qui pourrait bien accepter les surplus aussi rapidement que les courgettes. Une ou deux plantes saines peuvent produire un nombre considérable de fruits sur plusieurs semaines. La courgette a besoin d'un sol chaud, de plein soleil, et d'assez d'espace pour que ses grandes feuilles puissent s'étaler. Les graines peuvent être semées directement une fois que le danger de gel est passé et que la température du sol est devenue constamment chaude. Dans les régions aux étés courts, les semis de courges peuvent être démarrés à l'intérieur plusieurs semaines plus tôt, mais il ne faut pas les laisser devenir trop gros dans leur conteneur, car les racines des courges ne réagissent pas bien aux perturbations. L'une des principales raisons pour lesquelles les plants de courgettes produisent beaucoup de fleurs, mais peu de fruits, est une pollinisation incomplète. La plante produit des fleurs mâles et femelles distinctes.
Les fleurs femelles sont faciles à reconnaître car un petit fruit immature apparaît directement derrière les pétales. Si la chaleur devient excessive, si la pluie persiste pendant plusieurs jours ou si le jardin manque d'insectes pollinisateurs, ce minuscule fruit peut jaunir et tomber. Lorsque cela se produit, vous pouvez prendre une fleur mâle qui vient de s'ouvrir, enlever les pétales et transférer délicatement son pollen au centre d'une fleur femelle le matin. La courgette a également besoin d'une humidité constante pendant sa fructification. Un arrosage en profondeur à la base est préférable à un arrosage uniforme de la canopée. Les feuilles sont grandes et poussent serrées les unes contre les autres, ce qui leur permet de retenir l'humidité et de créer des conditions favorables à l'oïdium si elles sont fréquemment arrosées par le dessus. Le fruit a sa meilleure texture lorsqu'il est encore jeune avec une peau brillante et des graines qui ne sont pas encore devenues dures. Des récoltes fréquentes encouragent également la plante à continuer de produire de nouvelles fleurs. Si un fruit est autorisé à devenir trop gros, la plante consacrera plus d'énergie à la maturation de ses graines, réduisant ainsi le nombre de jeunes fruits qui se développeront par la suite. La courgette n'est pas particulièrement tolérante à la sécheresse, mais dans un sol chaud, avec un arrosage profond et une pollinisation réussie, c'est l'un des légumes les plus capables de transformer un petit espace de jardin en une source abondante de nourriture estivale. Numéro 13. Maïs doux. Le maïs doux peut pousser au vert et paraître parfaitement sain tout en produisant des épis avec de nombreux grains manquants. Le problème n'est souvent ni la température ni les engrais. C'est la façon dont les plantes sont disposées dans le jardin. Le maïs est pollinisé par le vent. Le pollen tombe des glands situés au sommet de la plante, sur les soies qui émergent de chaque épi. Chaque soie est reliée à un grain individuel. Si une soie ne reçoit pas de pollen, la position correspondante sur l'oreille ne développera pas de grains. C'est pourquoi une longue et étroite rangée de maïs donne généralement de moins bons résultats qu'un bloc contenant 3 ou 4 rangées plus courtes. Planter en bloc donne au pollen plus d'occasions de tomber sur les plantes environnantes, ce qui donne des épis plus fournis. Le maïs est une culture de saison chaude, mais sa capacité à maintenir sa productivité par forte température dépend fortement de l'humidité. La période la plus importante commence lorsque les plantes forment des glands, produisent des soies et commencent à développer des oreilles. Un manque d'eau pendant ce stade peut entraîner des épis plus petits, un développement irrégulier des grains ou une pollinisation interrompue. Arroser abondamment pour que l'humidité atteigne la zone racinaire au lieu de seulement mouiller la surface. Une couche de paillis aidera également à supprimer les mauvaises herbes et à maintenir une humidité plus constante pendant les semaines les plus chaudes. Pour les petits jardins, les variétés plus courtes ou à maturation précoce sont souvent plus pratiques. Si la saison de croissance est suffisamment longue, 2 plantations peuvent être effectuées à environ 2 semaines d'intervalle pour prolonger la récolte. Cependant, chaque plantation a tout de même besoin d'un nombre suffisant de plants pour former un bloc de pollinisation efficace. Lorsque les soies deviennent brunes, mais que les enveloppes restent vertes, retirez délicatement une partie de l'enveloppe et pressez l'un des grains. Si elle libère un liquide blanc laiteux, l'oreille est généralement prête à être récoltée. Le maïs doux commence à perdre son sucre très rapidement après la récolte. C'est pourquoi un épi récolté et cuit le même jour a souvent une saveur que le maïs acheté en magasin ne peut pas conserver. Numéro 12. Chou vert. La plupart des membres de la famille des choux sont associés à la fraîcheur du printemps ou de l'automne. Le brocoli, le chou-fleur et le chou pommé perdent souvent en qualité lorsque les températures deviennent trop élevées. Le chou vert, cependant, est mieux adapté aux conditions estivales que beaucoup d'autres légumes apparentés. Au lieu de former une tête compacte,
la plante développe une tige centrale, entourée de grandes feuilles ouvertes. Ce pore ouvert permet au chou vert de continuer à produire de nouvelles feuilles par temps chaud, sans avoir besoin de former une tête compacte. Dans les régions aux étés tempérés, les plantes peuvent continuer à donner des récoltes pendant de nombreux mois. Dans les régions plus chaudes, une épaisse couche de paillis et une légère ombre l'après-midi aideront les feuilles à rester plus tendres et douces. Bien que le chou vert tolère bien la chaleur, il ne faut pas le négliger en sol sec. Un stress hydrique prolongé rend les feuilles plus épaisses, plus résistantes et plus savoureuses. La plante préfère un sol fertile et meuble qui retient constamment l'humidité. Le chou vert est récolté de la même manière que la bête à carde. Commencez par les feuilles extérieures, près de la partie inférieure de la plante. Laissez le point de croissance central intact, afin que de nouvelles feuilles puissent continuer à apparaître. Si la plante devient trop haute, la tige principale peut être coupée plus bas pour encourager le développement de pousses latérales. Les jeunes feuilles conviennent à une cuisson rapide, tandis que les feuilles plus grandes sont souvent meilleures cuites lentement dans des soupes ou des ragoûts. L'un des avantages particuliers du chou vert est que sa valeur ne s'arrête pas à la fin de l'été. Si la plante reste en bonne santé lorsque les températures commencent à baisser, elle peut continuer à pousser jusqu'en automne. Quelques légères gelées peuvent même amener les feuilles à convertir une partie de leur amidon en sucre, leur donnant ainsi une saveur plus douce et plus sucrée. Les choux verts ne se contentent pas de survivre à l'été. Elles peuvent devenir l'une des cultures les plus productives de tout le jardin. Numéro 11. Aubergine. L'aubergine n'aime pas qu'on la presse. La transplantation en extérieur, alors que le sol est encore froid, laisse souvent la plante presque immobile avec des feuilles décolorées et plusieurs semaines de lente convalescence. Mais lorsque les températures du sol, de l'air et de la musique nocturne sont suffisamment élevées, la plante change très rapidement. Ses feuilles s'étendent, des fleurs violettes apparaissent et les premiers fruits commencent à se développer. L'aubergine nécessite une saison de croissance chaude et relativement longue. Dans les régions où les étés sont courts, le fait de démarrer les plants à l'intérieur leur donne plus de temps pour produire des fruits avant le retour du froid. La plante préfère un sol fertile, meuble et bien drainé. Lorsqu'elle est cultivée en pot, celle-ci doit être suffisamment grande pour empêcher la terre de surchauffer et de se dessécher trop rapidement. Une erreur fréquente consiste à enlever trop de feuilles pour tenter d'améliorer la circulation de l'air. Le feuillage ne se contente pas d'effectuer la photosynthèse. Elle protège également les fruits de la lumière directe du soleil. Lorsque les fruits sont complètement exposés lors de journées très ensoleillées, des taches pâles ou brûlées peuvent apparaître sur leur peau. Seules les feuilles malades, les feuilles touchant le sol ou les branches excessivement denses doivent être enlevées. Pendant la période de fructification, l'humidité du sol doit rester constante. Une sécheresse prolongée ralentit la croissance des fruits, tandis qu'un arrosage irrégulier peut entraîner la chute des fleurs. Les branches d'aubergine peuvent également se casser lorsqu'elles supportent plusieurs fruits lourds. Il vaut mieux fournir des tuteurs tôt que d'attendre que la plante ait déjà commencé à pencher. Récoltez le fruit lorsqu'il est encore ferme et que sa peau est tendue et brillante. Une fois que la surface devient mate, les graines à l'intérieur sont généralement plus dures et la chair peut perdre un peu de sa tendreté. Utilisez des ciseaux ou un sécateur pour couper la tige au lieu d'arracher le fruit de la plante. Les tiges de l'aubergine sont robustes et tirer dessus peut casser une branche entière qui porte encore de jeunes fruits. L'aubergine demande de la patience au début, mais une fois l'été bien installé, la plante peut continuer à produire plusieurs récoltes de fruits jusqu'à ce que les températures commencent à baisser. Numéro 10. Patates douces. Les patates douces ne donnent pas de résultats immédiats. Au-dessus du sol, la plante produit simplement de longues tiges
et une canopée de feuilles de plus en plus dense. Pendant plusieurs mois, vous n'aurez peut-être qu'une vague idée de ce qui se passe en coulisses. Mais, pendant ce temps, les racines de stockage forment et accumulent de l'énergie en silence. Les patates douces ont besoin d'un sol vraiment chaud. Il ne faut pas les planter trop tôt, simplement parce que la température de l'air a commencé à monter. Un sol froid ralentit le développement des racines et allonge le temps nécessaire aux plantes pour se rétablir. Les patates douces sont généralement cultivées à partir de jeunes pousses, appelées boutures, plutôt qu'à partir de graines ou de tubercules entiers enterrés dans le sol. Cette plante préfère un sol meuble et bien drainé, pas excessivement riche en azote. Un excès d'azote peut produire des vignes vigoureuses tout en réduisant le nombre de racines de réserve qui se forment sous terre. Dans une petite plate-bande, les vignes peuvent être guidées sur les bords ou palissées sur un support bas. Lorsqu'on la laisse se propager naturellement, le feuillage recouvre le sol comme un paillis vivant, réduisant l'évaporation et supprimant les mauvaises herbes. Une autre partie utile de la plante, souvent négligée, est constituée par les jeunes feuilles et les extrémités des tiges. On peut les récolter avec modération et les cuisiner comme des légumes-feuilles. Cependant, il ne faut pas enlever trop de feuillage en une seule fois, car la plante a toujours besoin de ses feuilles pour produire de l'énergie pour ses racines. Dans les régions aux étés courts, choisissez des variétés précoces et utilisez des plates-bandes surélevées ou de grands conteneurs qui se réchauffent rapidement. Récoltez avant les premières gelées. Commencez à creuser à une certaine distance de la base pour éviter de rayer ou de couper la racine. Après la récolte, les racines ont besoin d'une période dans des conditions chaudes et bien ventilées afin que leur peau puisse se renforcer et que leur douceur puisse se développer pleinement. Les patates douces ne donnent pas de résultats rapides, comme les courgettes ou les concombres. Mais une petite surface peut fournir à la fois des feuilles comestibles pendant l'été et une quantité importante de racines à utiliser après la fin de la saison de croissance. Numéro 9. Concombre. Une vigne de concombre peut recouvrir un treillis entier et produire de nombreuses fleurs tout en donnant moins de fruits que prévu. Avant d'appliquer davantage d'engrais, examinez les types de fleurs qui apparaissent sur la plante. Les concombres produisent souvent de nombreuses fleurs mâles au cours de leur première phase de croissance. Les fleurs femelles apparaissent plus tard et possèdent un petit concombre immature juste derrière les pétales. Si ce petit fruit jaunit et tombe, la cause est souvent une mauvaise pollinisation ou un stress de la plante. Les concombres dépendent fortement des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Si des voiles de protection sont utilisées pour protéger les jeunes plants des chrysomèles du concombre, ils doivent être retirés au début de la floraison. Cultiver de petites fleurs près du potager peut également attirer davantage d'insectes bénéfiques. Bien que les concombres soient des plantes de saison chaude, leurs racines restent relativement proches de la surface et perdent rapidement de l'eau. Une sécheresse prolongée peut entraîner des fruits courbés à développement inégal ou amer. Arrosez abondamment le matin et recouvrez le sol de paillis. Évitez de mouiller toute la canopée en fin de journée, car les feuilles, qui restent humides pendant la nuit, sont plus vulnérables aux maladies. Faire grimper les concombres sur un treillis permet de garder les fruits propres droits et plus faciles à repérer. Cela améliore également la circulation de l'air autour des feuilles. Cependant, le support doit être solide car les tiges de concombre poussent rapidement et peuvent devenir lourdes après la pluie ou lorsqu'elles portent beaucoup de fruits. Récoltez les concombres lorsqu'ils ont atteint la taille appropriée pour la variété. Ne les laissez pas trop mûrir et jaunir sur la vigne. Une fois que les graines commencent à mûrir, la plante a tendance à réduire la production de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Les concombres ne supportent pas tous les niveaux de chaleur. En cas de forte chaleur, leurs fleurs peuvent encore tomber et les plantes doivent être protégées d'un stress hydrique important.
Une pollinisation réussie et des récoltes fréquentes font que les concombres restent l'un des légumes les plus productifs du potager d'été. Numéro 8. L'amarante végétale. Dans de nombreux jardins, l'amarante est traitée comme une mauvaise herbe, car elle peut germer toute seule et pousser extrêmement vite. Mais c'est précisément cette croissance vigoureuse qui en fait un légume-feuille si utile par temps chaud. Lorsque les épinards, le bok choy et de nombreux autres légumes verts de saison fraîche ne conviennent plus, l'amarante continue de produire de tendres nouvelles pousses. Cette plante utilise les températures élevées et la forte lumière de manière très efficace. Certaines variétés sont cultivées principalement pour leurs feuilles, tandis que d'autres poussent plus haut et produisent des grains plus tard dans la saison. Pour les jardins familiaux, les variétés à feuilles vertes ou rouges, avec des tiges tendres, sont souvent les plus faciles à utiliser. Les graines d'amarante sont extrêmement petites. Il suffit de les répartir finement sur une surface de sol plane, de les recouvrir d'une très fine couche de terre et de maintenir l'humidité jusqu'à ce que les jeunes plants émergent. Si les semis poussent trop densément, éclaircissez-les et utilisez immédiatement les jeunes plants plutôt que de les laisser tous se concurrencer dans la même petite surface. L'amarante préfère un sol meuble et bien drainé et ne nécessite pas d'engrais excessifs. Lorsque les plantes atteignent environ 8 à 12 pouces de hauteur, les jeunes pousses peuvent être coupées. Cela permet non seulement d'obtenir une récolte, mais aussi d'encourager la ramification des plantes. Chaque nouvelle branche continuera à produire des feuilles supplémentaires et de jeunes pousses tendres. Des récoltes fréquentes permettent de conserver la tendreté des feuilles. Si les plantes restent trop longtemps sans être taillées, les tiges deviennent plus dures et les feuilles plus petites. Pour récolter également les grains, laissez plusieurs plants sans couper leurs extrémités. De grandes grappes de fleurs apparaîtront plus tard dans la saison et contiendront des milliers de minuscules graines qui pourront être cuites ou moulues en farine. L'amarante offre plusieurs types de récoltes différentes à partir d'une même plante. Vous pouvez éclaircir et consommer les jeunes plants, couper les feuilles à plusieurs reprises ou laisser les plants arriver à maturité pour obtenir des grains. Ce légume ne se contente pas de tolérer des températures élevées. Elle transforme la chaleur en un atout croissant. Numéro 7. Courge d'hiver. Le nom courge d'hiver fait croire à de nombreux nouveaux jardiniers que ces plantes poussent par temps froid. En réalité, c'est tout le contraire. La courge d'hiver nécessite un temps chaud estival et une période de croissance relativement longue. Son nom provient de sa capacité à se conserver tout l'hiver lorsqu'il est récolté et séché correctement. Ce groupe comprend des variétés familières telles que la courge butternut, la courge gland, la courge delicata et les mini-citrouilles. Contrairement à la courgette, qui est récoltée encore à maturité, la courge d'hiver doit rester sur la vigne jusqu'à ce que sa peau devienne dure et que les graines à l'intérieur mûrissent. Cela signifie que les plantes ont besoin de plus de temps pour achever leur récolte. Dans les régions où les étés sont courts, choisissez des variétés à maturation précoce et commencez les semis à l'intérieur avant que le sol extérieur ne devienne suffisamment chaud. Les vignes poussent vigoureusement et peuvent occuper une vaste superficie. Dans les petits jardins, les variétés à fruits plus légers peuvent être palissées sur un treillis robuste. Il est généralement conseillé de laisser les fruits plus lourds s'étaler sur le sol et de les placer sur de la paille, du bois ou un autre matériau sec, afin de réduire le contact direct avec le sol humide. La courge d'hiver a besoin d'une pollinisation pour former des fruits. Évitez d'utiliser des produits susceptibles de nuire aux abeilles pendant la floraison des plantes. Si des protections sont utilisées sur les jeunes plants, retirez-les dès l'apparition des premières fleurs. Arrosez au pied de la plante et laissez l'humidité pénétrer profondément dans la zone racinaire.
Un arrosage en profondeur est généralement plus efficace que plusieurs arrosages superficiels qui ne font qu'humidifier la surface. Le fruit est prêt lorsque la peau est si dure qu'il est difficile de la gratter avec l'ongle et que la tige commence à sécher. Coupez le fruit en laissant un morceau de tige attaché, puis conservez-le dans un endroit chaud, sec et bien aéré avant de le ranger. Le plus grand intérêt des courges d'hiver ne réside pas dans une récolte précoce. C'est la capacité de la plante à transformer la chaleur estivale en fruits qui continuent de fournir de la nourriture, longtemps après que le jardin soit entré dans la saison froide. Numéro 6. Piment fort. Beaucoup de gens pensent que plus la température augmente, meilleurs seront les piments qui pousseront et plus ils seront forts. Ce n'est que partiellement vrai. Les poivrons sont des plantes qui aiment la chaleur, mais une chaleur excessive, un sol sec ou des températures nocturnes constamment élevées peuvent tout de même provoquer la chute des fleurs. Cependant, de nombreuses variétés de piments forts tolèrent mieux les conditions estivales que les poivrons à gros fruits. Leurs fruits sont plus petits, les plants sont souvent plus vigoureux et la période de récolte dure généralement plus longtemps. Les poivrons poussent lentement durant leur première phase de croissance. Dans les régions où la saison de croissance est courte, il faut commencer les semis à l'intérieur assez tôt. Ne déplacez pas les plantes à l'extérieur simplement parce que les températures diurnes sont devenues chaudes. Si les nuits restent fraîches, les plantes peuvent cesser de pousser pendant plusieurs semaines. Les poivrons préfèrent un sol meuble, fertile et bien drainé. Une fois la floraison commencée, évitez de continuer à appliquer de grandes quantités d'azote. Un excès d'azote produit souvent un feuillage abondant, tout en réduisant le nombre de fleurs et de fruits. Le feuillage des plants de poivrons contribue à protéger les fruits. Enlever trop de branches saines peut exposer les poivrons à une lumière solaire intense et provoquer des brûlures solaires. Dans les régions où le soleil est extrêmement fort l'après-midi, un voile d'ombrage léger pendant les heures les plus chaudes de la journée peut aider les plantes à conserver davantage de fleurs. Arrosez abondamment, mais ne laissez pas les racines trempées dans un sol saturé. La régularité est plus importante que d'apporter une grande quantité d'eau en une seule fois et de laisser ensuite le sol sécher pendant une longue période. Les poivrons peuvent être récoltés à différents stades de leur développement. Les fruits verts ont souvent une saveur plus fraîche et plus acidulée. Une fois complètement mûrs et devenus rouges, jaunes ou oranges, les fruits sont généralement plus aromatiques et développent une douceur supplémentaire. Des récoltes fréquentes encouragent la plante à continuer de fleurir. Un plant de poivron sain n'a pas besoin de produire toute sa récolte en une seule fois. Elle peut fournir des récoltes plus petites, mais continue du milieu de l'été, jusqu'à ce que les températures commencent à baisser. Numéro 5. Les épinards de Nouvelle-Zélande. Le nom de cette plante amène beaucoup de gens à supposer qu'il s'agit simplement d'une variété d'épinards de Nouvelle-Zélande. En réalité, il ne s'agit pas de la même espèce que les épinards ordinaires. Leur principal point commun réside dans la manière dont les feuilles sont utilisées en cuisine. La différence importante réside dans la façon dont les deux plantes réagissent à la température. Les épinards ordinaires préfèrent un temps frais et montent rapidement en graines lorsque les jours rallongent et que les températures augmentent. Les épinards de Nouvelle-Zélande commencent à pousser vigoureusement précisément à ce moment-là. La plante a un port bas et étalé et produit de nombreuses tiges souples qui se déplacent sur le sol. Lorsqu'elle est coupée correctement, chaque tige continue de se ramifier et de produire des feuilles supplémentaires. Les graines ont une enveloppe extérieure dure et peuvent mettre un temps considérable à germer. Les faire tremper avant de les semer peut aider l'eau à pénétrer l'enveloppe de la graine. Dans les régions où les étés sont courts, démarrer les semis à l'intérieur permet de gagner du temps qui serait autrement perdu à attendre la germination au jardin.
L'épinard de Nouvelle-Zélande préfère un sol meuble et bien drainé et peut tolérer de courtes périodes de sécheresse. Cependant, une humidité constante aide les feuilles à rester tendres et permet à la plante de produire plus rapidement de nouvelles pousses. Au lieu de cueillir des feuilles individuelles, coupez une section de le bourgeon terminal d'environ 4 à 6 pouces de long. Une fois la tige principale enlevée, des pousses latérales se développent, rendant la plante plus dense et créant davantage de points de récolte. Si l'on laisse les tiges pousser trop longtemps sans les couper, les parties les plus anciennes deviennent dures, tandis que les feuilles, à l'extrémité, deviennent de plus en plus petites. Les épinards de Nouvelle-Zélande ne donnent pas une seule et importante récolte, en une seule fois. Sa valeur provient de nombreuses petites boutures réalisées tout au long de l'été lorsque les légumes-feuilles de saison fraîche ont disparu du jardin. Cette plante peut continuer à fournir des feuilles tendres pour la cuisson, les sauter ou l'ajout à la soupe. Numéro 4. La tomatille. Le tomatillo est l'une des plantes les plus susceptibles d'attirer l'attention des visiteurs du jardin et de les inciter à s'interroger sur ce qu'ils regardent. Chaque fruit est entouré d'une fine enveloppe papyracée qui ressemble à une petite lanterne. À mesure que le fruit grossit, l'enveloppe s'étire, se fend légèrement et révèle le fruit vert ou violet à l'intérieur. Cette plante est apparentée aux tomates, mais elle pousse généralement de manière plus vigoureuse et s'étend plus largement. Une plante saine peut atteindre plus de 90 cm de haut et autant de large. Sans support, les branches risquent de tomber sur le sol et de commencer à s'enraciner là où elles entrent en contact. Pour cette raison, il convient d'installer des cages ou des tuteurs pendant que les plantes sont encore jeunes. La plus grande erreur lorsqu'on cultive des tomatillos est de n'en planter qu'un seul. La plupart des variétés ne se pollinisent pas efficacement lorsqu'elles poussent seules. Pour une récolte abondante et fiable, plantez au moins 2 tomatillos suffisamment proches les uns des autres pour que les insectes puissent transférer le pollen entre leurs fleurs. Les 2 plantes peuvent être de la même variété ou de variétés différentes, pourvu qu'elles fleurissent en même temps. Les tomatillos préfèrent un sol chaud, en plein soleil et bien drainé. Leur système racinaire robuste les aide à tolérer de courtes périodes de sécheresse, mais une humidité constante est tout de même nécessaire pour un développement uniforme des fruits. Évitez d'appliquer trop d'azote. Un tomatillo peut produire une masse énorme de feuillage, mais relativement peu de fruits, s'il reçoit un excès d'engrais azotés. Le fruit est mûr lorsqu'il a rempli son enveloppe et que cette dernière semblable à du papier commence à se fendre ou à se décolorer. Les fruits mûrs tombés au sol peuvent encore être utilisés s'ils restent fermes et intacts. Les tomatillos ont une saveur fraîche et acidulée et conviennent aux salsas, aux sauces, aux plats rôtis et aux ragoûts. Leur aspect inhabituel donne l'impression que la plante est difficile à cultiver, mais en pratique, il suffit de retenir 2 règles importantes. Prévoyez suffisamment d'espace et plantez toujours au moins 2 plants. Numéro 3. Tomates cerises résistantes à la chaleur. On décrit généralement les tomates comme des plantes aimant la chaleur, mais elles constituent aussi l'un des exemples les plus clairs de la différence entre une culture de saison chaude et une plante capable de tolérer tous les niveaux de chaleur. Lorsque les températures diurnes deviennent trop élevées et que les températures nocturnes ne baissent pas suffisamment, le pollen de tomate risque de ne plus fonctionner efficacement. La plante continue de produire des fleurs, mais celles-ci jaunissent rapidement et tombent sans former de fruits. C'est pourquoi la variété est particulièrement importante. Les tomates cerises et les variétés sélectionnées pour les climats chauds sont souvent plus fiables que les tomates à très gros fruits. Les fruits plus petits nécessitent moins de temps et d'énergie pour se développer. Même si la plante cesse temporairement de produire des fruits, pendant une vague de chaleur intense, elle se rétablit souvent plus rapidement
lorsque les températures redeviennent plus douces. Les tomates ont besoin de beaucoup de lumière, mais dans les endroits où le soleil de l'après-midi est extrêmement intense, un voile d'ombrage léger peut réduire la température autour des tomates et des fruits. N'enlevez pas trop de feuillage simplement pour que la plante ait l'air soigné. Des feuilles saines protègent le fruit des brûlures du soleil et lui fournissent l'énergie nécessaire à sa croissance continue. Arrosez abondamment à la base, de façon régulière. Laissez le sol sécher complètement, puis appliquer soudainement une grande quantité d'eau peut provoquer l'éclatement des fruits. Une épaisse couche de paillis contribue à limiter les variations d'humidité du sol et à maintenir la zone racinaire plus fraîche. Si la plante cesse de fructifier pendant une vague de chaleur, n'appliquez pas immédiatement plus d'engrais. Lorsque la température est en cause, un apport supplémentaire d'engrais ne résoudra pas le problème et risque même de stimuler une croissance excessive du feuillage. Continuez à maintenir la plante en bonne santé afin que de nouvelles grappes de fleurs puissent commencer à donner des fruits lorsque les conditions favorables reviendront. Les tomates cerises doivent être récoltées lorsqu'elles développent leur couleur caractéristique et commencent à ramollir légèrement. La cueillette régulière allège les branches et favorise une floraison continue. Les tomates cerises, tolérantes à la chaleur, ne sont pas complètement immunisées contre les températures élevées. Mais lorsque la bonne variété est sélectionnée et que l'humidité du sol reste constante, les plants peuvent survivre aux semaines les plus difficiles et continuer à produire jusqu'à la fin de la saison. Numéro 2. Les épinards de Malabar. Alors que les épinards ordinaires tentent de terminer leur cycle de vie avec la hausse des températures, les épinards de Malabar commencent tout juste à pousser vigoureusement. Ce ne sont pas de véritables épinards. C'est une liane grimpante tropicale aux feuilles épaisses, brillantes et succulentes. Par temps frais, la plante peut pousser si lentement qu'un jardinier commence à se demander si elle grimpera un jour. Mais une fois que le sol et l'air sont suffisamment chauds, les vignes commencent à s'étendre rapidement, s'enroulant autour de leur support et produisant continuellement de nouvelles feuilles. Une petite plante, qui semble presque immobile en début de saison, peut recouvrir un treillis entier au milieu de l'été. C'est pourquoi l'épinard de Malabar est particulièrement adapté aux petits jardins. Au lieu d'occuper une grande surface au sol, il utilise l'espace vertical. Il convient d'installer le treillis avant que les vignes ne commencent à s'allonger. Si on les laisse s'étendre sur le sol, la récolte devient plus difficile et les feuilles denses peuvent rester humides après la pluie. La plante préfère un sol fertile et meuble qui conserve une humidité constante sans être gorgé d'eau. L'épinard de Malabar tolère extrêmement bien la chaleur, mais il a tout de même besoin d'eau pour produire de grandes feuilles tendres. Une sécheresse prolongée réduit la taille des feuilles et ralentit sensiblement la croissance de la vigne. Récoltez les jeunes pousses tendres ainsi que plusieurs feuilles situées en dessous. La taille régulière des extrémités favorise la ramification au lieu de laisser la plante développer seulement quelques longues tiges. Les feuilles ont une texture plus épaisse que les épinards ordinaires et produisent un léger effet épaississant à la cuisson. Elles se marient bien avec les soupes, les ragoûts et les sautés, et les jeunes feuilles peuvent également être consommées fraîches. Il existe des variétés à tiges vertes et à tiges rouge-violette. La variété à tiges rouges est particulièrement attrayante, donnant au treillis potager un aspect presque ornemental. Dans les régions exemptes de gel, la plante peut survivre pendant plus d'une saison. Dans les régions aux hivers froids, cultivez-la comme une plante annuelle et laissez mûrir plusieurs fruits si vous souhaitez conserver les graines pour l'année suivante. L'épinard de Malabar ne se contente pas de survivre à un été chaud. On dirait presque qu'elle attend des températures élevées avant de révéler tout son potentiel. Numéro 1. Le gombo. Lorsque de nombreux légumes commencent à ralentir leur croissance,
Parce que les températures sont trop élevées, le gombo entre souvent dans sa période de croissance la plus intense. C'est pourquoi elle mérite la première place. Le gombo a besoin d'un sol chaud pour germer et développer un système racinaire robuste. Si les graines sont semées trop tôt dans un sol froid, elles peuvent rester dormantes, pourrir ou produire des semis faibles. Attendez que le risque de gel soit passé et que les températures nocturnes et du sol soient devenues constamment chaudes. Les graines de gombo ont une enveloppe extérieure relativement dure. Les faire tremper toute la nuit avant de les semer peut aider l'eau à pénétrer l'enveloppe de la graine et à raccourcir le temps de germination. Dans les régions où les étés sont courts, choisissez des variétés compactes et précoces et commencez les plantations dans des pots individuels. Ne laissez pas les jeunes plants devenir trop gros avant de les transplanter, car le gombo ne réagit pas bien à une perturbation importante de ses racines. Une fois bien établie, la plante développe une tige centrale robuste de grandes feuilles et des fleurs qui ressemblent à des fleurs d'hibiscus. Chaque fleur ne reste ouverte que pendant un court instant. Ensuite, une jeune gousse se forme rapidement et commence à grandir. La caractéristique la plus remarquable est la rapidité avec laquelle les capsules augmentent de taille. Un podcast qui est parfait aujourd'hui peut devenir trop mature en seulement 2 ou 3 jours. Pendant les périodes de forte production, inspectez les plantes tous les jours ou tous les 2 jours. Les gousses ont leur meilleure texture lorsqu'elles sont jeunes tendres et faciles à couper au ciseau. Si on la laisse trop longtemps, la peau devient fibreuse et dure, même si l'extérieur reste vert. Le gombo préfère un sol modérément fertile, meuble et bien drainé. Une fois la plante bien établie, un arrosage en profondeur encourage les racines à se développer vers le bas, au lieu de rester près de la surface. Une couche de paillis supprime les mauvaises herbes et retient l'humidité, mais elle ne doit pas être empilée directement contre la tige. Dans les endroits venteux, les variétés les plus hautes peuvent avoir besoin d'un support. Certaines variétés ont de minuscules poils sur les feuilles et les gousses qui peuvent irriter la peau. C'est pourquoi le port de gants et de manches longues peut rendre la récolte plus confortable. La productivité du gombo dépend de bien plus que la température. Des récoltes fréquentes sont tout aussi importantes. Si plusieurs vieilles gousses sont laissées sur la plante, celle-ci commence à diriger son énergie vers la production de graines et réduit le nombre de nouvelles fleurs. Les gousses oubliées peuvent être laissées à mûrir complètement et utilisées pour la conservation des semences. Le gombo n'a pas besoin d'un jardin parfait. Il suffit de la planter au bon moment, de lui fournir suffisamment de soleil, une humidité constante et de la récolter régulièrement. Lorsque l'été atteint son stade le plus chaud, le gombo peut continuer à pousser en hauteur, à fleurir et à produire des gousses, tandis que de nombreux autres légumes ont déjà subi une baisse notable de leur productivité. C'est là la qualité la plus importante d'un légume véritablement résistant à la chaleur. Après avoir exploré les 15 légumes de cette liste, il devient clair que les fortes chaleurs ne signifient pas nécessairement que la saison du jardinage touche à sa fin. Cela indique simplement le moment où le jardin a besoin d'un autre groupe de cultures. Vous n'avez pas besoin de cultiver les 15 légumes en même temps. Commencez par 2 ou 3 morceaux qui correspondent le mieux à votre climat, à l'espace disponible et aux besoins de votre famille. Si l'espace est limité, les épinards de Malabar peuvent grimper sur un treillis. Les tomates cerises peuvent pousser dans de grands conteneurs et les blettes peuvent être récoltées feuille par feuille. Si vous avez plus d'espace, les patates douces, les courges d'hiver ou le maïs sucré peuvent vous aider à utiliser de plus grandes surfaces. Il est également important de se rappeler que la tolérance à la chaleur et la tolérance à la sécheresse ne sont pas de même nature. Une plante peut préférer des températures élevées, mais avoir besoin d'une quantité d'eau suffisante pendant la floraison, le développement des fruits
ou la formation de racines de réserve. Un arrosage en profondeur, le paillage et le maintien d'une humidité constante aideront toutes les plantes de cette liste à mieux se porter tout au long de l'été. Lequel de ces 15 légumes aimeriez-vous cultiver en premier? Si vous en avez déjà cultivé une, laissez un commentaire et partagez quelle plante vous a donné la meilleure récolte par temps chaud. Vous pouvez également nous indiquer quel sujet de jardinage vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain guide de jardinage. Merci d'avoir regardé. Que votre jardin reste vert et productif, même pendant les journées les plus chaudes de l'été.